Le petit Marco, âgé de 4 ans à peine, gisait recroquevillé en position fétale sur le parquet froid en chêne de sa chambre, refusant obstinément la chaleur de son lit design qui avait coûté des milliers d'euros. Il tremblait légèrement dans son sommeil, cherchant du réconfort dans la dureté du bois comme si c'était le seul refuge sûr dans cette maison ultramoderne de Milan. Alessandro, son père, le regardait depuis le seuil, les bras croisés, secouant la tête avec frustration, incapable de comprendre pourquoi son fils se comportait comme un animal blessé. Mais ce fut Sofia, la gouvernante de 60 ans, aux mains marquées par le travail et au cœur rempli de pitié, qui brisa cette impasse émotionnelle. Ignorant le protocole, elle s'agenouilla près de l'enfant et, au lieu de le gronder ou de le forcer à se lever, commença à lui masser doucement le dos, chuchotant des mots anciens de réconfort qui semblèrent dissoudre instantanément la tension dans les petits muscles de Marco, lui, permettant enfin de respirer sans peur. Avez-vous déjà été captivé par ce mystère déchirant? Nous nous engageons au maximum pour atteindre notre rêve de 1000 abonnés et votre aide est fondamentale pour nous. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire depuis quelle ville d'Italie ou du monde vous suivez cette histoire dramatique. Votre soutien est notre force pour dévoiler la vérité. Maintenant, entrons dans la glaciale villa milanaise où un lit cache un secret. Alessandro Conti était un homme qui avait bâti sa fortune sur la logique binaire et les algorithmes parfaits. En tant que PDG de l'une des entreprises technologiques les plus importantes de Milan, il vivait dans un monde où chaque problème avait une solution codifiable et chaque erreur était un bug à corriger. Cependant, face au comportement irrationnel de son fils Marco, il se sentait impuissant. Son esprit analytique ne parvenait pas à traiter la raison pour laquelle un enfant en bonne santé, entouré de tout le confort imaginable, choisissait volontairement de dormir sur le sol dur chaque nuit. Pour Alessandro, ce n'était pas un cri de douleur, mais un dysfonctionnement comportemental qui l'embarrassait profondément et remettait en question son efficacité en tant que père et chef de famille. La villa où il vivait était un chef-d'œuvre d'architecture minimaliste, surface blanche, verre, acier chromé et domotique avancée, régulant lumières et températures. C'était une maison intelligente, mais sans âme, un sanctuaire stérile où le désordre n'était pas toléré. Dans cet environnement aseptisé, Marco semblait être un élément perturbateur, un petit chaos émotionnel refusant de s'aligner sur le système. L'enfant avait cessé de sourire depuis des mois, devenant une ombre silencieuse errant dans les couloirs high-tech, toujours fatigué, les cernes sombres contrastant avec son visage pâle. Il disait seulement que le lit était méchant, une explication infantile qu'Alessandro balayait comme un caprice ou un traumatisme lié à la mort de sa mère. Pour compliquer le tableau, il y avait le docteur Isabella Gallo, la nouvelle femme d'Alessandro, une bio-ingénieure de 38 ans, à la beauté glaciale et à l'intelligence tranchante comme un bistouri. Isabella traitait Marco non comme un beau-fils à aimer, mais comme un projet de recherche à optimiser. Avec son calme scientifique, elle avait convaincu Alessandro que le problème de l'enfant était purement psychologique, une forme d'autopunition ou de recherche d'attention morbide. Elle parlait d'hygiène du sommeil et de protocoles comportementaux, utilisant des termes cliniques qui fascinaient son mari et le rendaient aveugle face à la cruauté subtile qui se cachait derrière ces diagnostics. Sofia Ricci, la gouvernante qui avait élevé Alessandro et veillait désormais sur Marco, sentait qu'il y avait quelque chose de profondément faux dans les théories de la belle-mère. Elle n'avait pas de diplôme, mais elle possédait l'intelligence du cœur. Elle voyait la terreur pure dans les yeux de Marco quand l'heure du coucher approchait. Ce n'était pas le caprice d'un enfant gâté, c'était la peur viscérale de celui qui s'apprête à entrer dans une chambre de torture. Sofia remarquait comment Isabella insistait de manière maniaque pour préparer le lit de Marco personnellement, interdisant à quiconque de toucher aux oreillers et aux draps, prétendant qu'une précision spécifique était nécessaire pour favoriser la relaxation de l'enfant. Le pivot de cette thérapie imposée par Isabella était un objet particulier, un oreiller thérapeutique, coûteux et lourd, que la femme avait apporté à la maison en disant l'avoir conçu elle-même. Elle soutenait qu'il contenait des microbilles massantes innovantes, capables de stimuler les points de pression et d'induire le sommeil profond. Alessandro, faisant confiance à la compétence de sa femme, obligeait Marco à utiliser cet oreiller chaque nuit, ignorant les pleurs de l'enfant qui se plaignait que l'oreiller mordait. Pour le père,
cette résistance n'était qu'une autre preuve de l'obstination irrationnelle de son fils, un obstacle au progrès qu'Isabella promettait d'atteindre. Chaque matin, la scène se répétait, identique et déchirante. Alessandro entrait dans la chambre et trouvait le lit défait mais vide, et Marco recroquevillé sur le tapis ou directement sur le bois, transi de froid et endolori. La frustration d'Alessandro grandissait, alimentée par les commentaires subtils d'Isabella. « Tu vois, chérie, il le fait exprès pour te faire culpabiliser. Il refuse le confort que nous lui donnons pour te manipuler. » Ces paroles vénéneuses creusaient un fossé entre le père et le fils, transformant l'inquiétude en irritation, tandis que Marco s'enfermait de plus en plus dans un mutisme désespéré, incapable d'expliquer que le sol, aussi dur soit-il, était le seul endroit où il ne ressentait pas de douleur. Sofia observait tout cela avec un sentiment d'impuissance croissant. En refaisant le lit maudit le matin, elle notait des détails qui échappaient aux autres. La tête de l'oreiller thérapeutique semblait étrangement tendue, et le drap sous la tête de l'enfant présentait de petites abrasions, comme s'il avait été gratté par quelque chose de rugueux. Son intuition lui disait que la réponse au mystère n'était pas dans l'esprit de Marco, mais dans ce lit. Isabella cachait quelque chose, et Sofia commençait à comprendre que la science de la belle-mère n'était qu'une couverture pour quelque chose de bien plus sinistre. La tension atteignit son paroxysme un soir au dîner. Marco s'endormit la tête sur la table, épuisé par ses nuits blanches. Isabella le secoua avec agacement, disant « On ne dort pas à table. Si tu as sommeil, va dans ton lit confortable. » L'enfant sursauta, terrorisé, et commença à pleurer, implorant de pouvoir dormir sur le canapé. Alessandro, exaspéré, frappa du poing sur la table. « Ça suffit, les scènes. Tu dormiras dans ton lit comme un enfant normal. Isabella fait tout pour t'aider et tu es un ingrat. » Cette nuit-là, Sofia vit Isabella sourire en accompagnant l'enfant dans sa chambre, un sourire qui ne promettait pas de beaux rêves, mais des cauchemars. Si vous soutenez Sofia et voulez découvrir quel horrible secret cache cet oreiller, laissez un like à cette vidéo. Que Dieu bénisse chaque enfant qui souffre en silence et quiconque a le courage de chercher la vérité pour le protéger. Dans les nuits suivantes, la villa se transforma en champ de bataille psychologique, où le sommeil était l'arme et le petit Marco la victime sacrificielle. Chaque nuit, Alessandro était réveillé par les bruits sourds provenant de la chambre de son fils et, ponctuellement, le trouvait recroquevillé sur le sol dur, loin du lit. La frustration de l'ingénieur grandissait démesurément, alimentée par le manque de repos et les paroles sibyllines d'Isabella. « Tu vois comme il te défie ?» chuchotait l'épouse dans l'obscurité du couloir, enveloppée dans son peignoir de soie. « Ce n'est pas un inconfort physique, Alessandro, c'est une épreuve de force. Si tu cèdes maintenant et le laisses dormir par terre ou dans notre lit, tu auras élevé un tyran émotionnel. » Alessandro, fatigué et confus, opinait se persuadant que la dureté était la seule voie pour éduquer ce fils difficile. L'injustice atteignit son apogée une nuit de tempête. Alessandro, exaspéré de trouver Marco sur le parquet une fois de plus, perdit patience. Il prit l'enfant dans ses bras, ignorant son corps raide de tension, et le remit de force dans le lit, pressant sa tête contre cet oreiller thérapeutique qu'Isabella vantait tant. « Maintenant, ça suffit, Marco !» hurla-t-il, couvrant le tonnerre au dehors. « Tu dormiras ici comme une personne normale. Je ne veux plus te voir sur le sol. » Marco ne répondit pas, mais ses yeux étaient écarquillés dans le noir, pleins d'une terreur muette qui aurait dû briser le cœur de n'importe quel père, si seulement Alessandro n'avait pas été aveuglé par la logique froide inculquée par sa femme. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison pesait comme du plomb. Marco errait dans la cuisine comme un zombie, le cou raide et les mouvements saccadés refusant le petit déjeuner. Isabella, sirotant son café noir, commenta avec un air de suffisance « La thérapie de choc commence à fonctionner. Il est fatigué parce qu'il a dû affronter ses démons dans le lit. Nous devons insister. » Sofia, qui servait à table, ressentit une répulsion physique envers cette femme. Elle remarqua de petites marques rouges, semblables à de fines éraflures ou des piqûres d'insectes, sur la nuque et derrière les oreilles de l'enfant. Quand elle essaya de les toucher, Marco se recula avec un gémissement protégeant son cou. « Il se gratte par nervosité », sentença Isabella avant que Sofia ne puisse parler. « C'est une dermatite de stress. » Mais Sofia n'était pas convaincue. Profitant de l'absence des patrons, sortie pour emmener Marco à l'école puis aller au bureau, la gouvernante entra dans la chambre de l'enfant pour refaire ce lit maudit.
Il y avait une énergie négative dans cette pièce, un froid qui ne dépendait pas du thermostat intelligent. En retirant les draps pour les changer, le regard de Sofia tomba sur le drap du dessous, précisément dans la zone où reposait la tête de Marco. Le tissu en coton égyptien de très haute qualité était abîmé. Il n'était pas sale, il était usé. Il y avait des milliers de petites bouloches de tissu soulevées et des zones où la trame était presque abrasée, comme si elle avait été frottée à répétition avec du papier de verre ou quelque chose de rugueux. Cette découverte déclencha une alarme assourdissante dans l'esprit de Sofia. Un enfant qui dort, même agité, n'use pas un drap de cette façon en quelques semaines. Les cheveux doux d'un enfant de 4 ans n'abrasent pas le coton. Il y avait un frottement mécanique, violent et constant. Sofia regarda le coupable le plus probable, le fameux oreiller thérapeutique d'Isabella. Il était là, posé comme un monolithe gris au centre du lit. Sofia tendit la main pour le toucher. Au toucher, il semblait normal, peut-être un peu rigide, mais quand elle essaya de le presser avec force, elle sentit une résistance étrange, un son croquant, presque minéral, venant de l'intérieur, très différent du bruissement des microbilles de silicone dont parlait la doctoresse. Juste au moment où Sofia tâtait l'oreiller avec une suspicion croissante, la voix d'Isabella la fit sursauter. « Que crois-tu faire, Sofia ?» La belle-mère était rentrée à la maison en silence, ayant oublié un document, et se tenait maintenant sur le seuil de la chambre comme un gardien obscur. « Ne touche pas à cet oreiller, c'est un dispositif médical calibré. Si tu déplaces le rembourrage, tu gâches l'ajustement ergonomique que j'ai créé pour Marco. » Il y avait une note de panique agressive dans sa voix qui n'échappa pas à la gouvernante. Isabella ne protégeait pas un ajustement ergonomique, elle protégeait un secret. Elle arracha l'oreiller des mains de Sofia et le repositionna avec un soin maniaque, lui lançant un regard qui était un avertissement clair. « Mêle-toi de tes affaires si tu veux garder ton travail. » Sofia sortit de la chambre la tête basse, feignant la soumission, mais son cœur battait la chamade. Elle avait vu la peur dans les yeux d'Isabella. Cette femme cachait quelque chose dans l'oreiller, quelque chose de solide et d'abrasif qui expliquait aussi bien l'usure du drap que les éraflures sur le cou de Marco. La gouvernante se réfugia dans la cuisine, l'esprit tournant à toute vitesse. Elle se souvint de la façon dont Marco disait que le lit mordait et qu'il était bruyant. Ce n'étaient pas des métaphores enfantines. L'enfant décrivait une réalité physique que les adultes refusèrent de voir. Sofia comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Chaque nuit, passer sur cet oreiller était une torture physique pour l'enfant. Le soir même, la situation se précipita. Marco, rentré de l'école, avait une apparence fantomatique. Ses yeux étaient cernés de noir et il avait commencé à développer un tic nerveux, touchant continuellement son visage et son cou. Au dîner, Alessandro remarqua enfin la rougeur sur la peau de son fils. « Isabella, regarde son cou, ça a l'air enflammé », dit-il avec inquiétude. Isabella ne leva même pas les yeux de son assiette. « Je te l'ai dit, Alessandro, c'est psychosomatique. Il se gratte en dormant pour attirer l'attention. Si on lui met de la crème ou des pansements, il gagne le jeu. Il doit arrêter tout seul. » Alessandro, une fois de plus, choisit de croire la science de sa femme plutôt que ses propres yeux, laissant tomber le sujet et condamnant son fils à une autre nuit d'enfer. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Sofia. Voir le père abdiquer son rôle de protecteur au nom d'une logique tordue lui donna la force dont elle avait besoin. Elle ne pouvait pas sauver Alessandro de son aveuglement, mais elle devait sauver Marco de la douleur. En débarrassant la table, elle regarda l'enfant se faire traîner vers la chambre, résigné comme un agneau à l'abattoir. Sofia serra le manche du couteau de cuisine qu'elle lavait. Elle savait ce qu'elle devait faire. Il ne suffisait pas de soupçonner. Elle devait ouvrir le ventre du monstre pour voir ce qu'il avait mangé. Elle attendit que la villa glisse, dans le silence nocturne. Vers 1 heure du matin, quand les lumières domotiques passèrent en mode nuit et que la respiration régulière d'Alessandro et Isabella provenait de la suite parentale, Sofia bougea. Elle prit un canif aiguisé dans le tiroir de la cuisine et enleva ses chaussures pour ne pas faire de bruit sur le parquet. Elle monta les escaliers le cœur dans la gorge, priant pour que Marco soit descendu sur le sol et ne se réveille pas en hurlant si elle entrait. Elle devait prendre cet oreiller, l'emporter et dévoiler le mystère, même au prix d'être découverte et arrêtée pour vol ou folie. Elle entra dans la petite chambre de Marco comme un voleur. La lumière de la lune filtrait à travers les volets,
éclairant la scène qu'elle connaissait désormais par cœur. Le lit vide et le petit corps recroquevillé sur le tapis, loin du confort. Sophia ressentit une pointe de douleur et de tendresse. Elle s'approcha du lit. L'oreiller était là, innocent en apparence, un rectangle de tissu gris qui promettait des rêves et offrait des cauchemars. Elle le souleva. Il était lourd, trop lourd pour être rempli de mousse ou de billes de silicone, et quand elle le serra, elle entendit de nouveau ce bruit sinistre, un cric-crac étouffé, comme s'il y avait des os qui se brisaient à l'intérieur. Elle sortit de la chambre avec l'oreiller sous le bras, en sueur froide, et se dirigea vers la cuisine, l'endroit le plus éloigné des chambres. Elle alluma seulement la lumière de la hotte pour ne pas attirer l'attention. Elle posa l'oreiller sur la table en inox. On aurait dit une autopsie. Elle prit le canif et chercha la couture latérale, celle qu'Isabella avait dit être scellée industriellement. Avec une profonde inspiration, elle enfonça la lame dans le tissu. Le moment de vérité était arrivé. Ce qu'elle allait trouver changerait à jamais la vie de cette famille et détruirait la façade parfaite du docteur Gallo. Le bruit du tissu se déchirant sous la lame du canif résonna, comme un cri étouffé dans le silence de la cuisine. Sophia, les mains tremblantes d'adrénaline et de peur, élargit l'entaille qu'elle avait pratiquée dans l'oreiller thérapeutique. Il n'y eut pas d'écoulement de mousse douce ou d'inoffensives billes de silicone. Au lieu de cela, elle sentit une odeur saumâtre, ancienne et piquante. Avec un courage qui ne lui venait que de son amour pour Marco, elle plongea sa main nue dans le rembourrage pour saisir le contenu secret. Dès qu'elle ferma le poing, Sophia sursauta et retira vivement sa main avec un gémissement de douleur. Au bout de ses doigts, il y avait de petites coupures, des gouttes de sang fleurissant sur la peau. Elle regarda à l'intérieur de l'entaille, éclairant l'intérieur avec la lampe de son portable, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Ce n'étaient pas des micro-billes ergonomiques. L'oreiller était rembourré de centaines, peut-être de milliers, de fragments de coquillages marins brisés, des coquilles d'huîtres, de moules et de palourdes, grossièrement broyées pour laisser des bords tranchants comme des rasoirs, mélangés à une laine synthétique clairsemée qui ne servait qu'à étouffer le bruit, pas à protéger de la douleur. L'horreur de la découverte fut paralysante. Isabella avait construit une vierge de Nuremberg pour la tête d'un enfant. Quand Marco posait son visage sur l'oreiller, le poids de sa tête pressait la peau contre ses bords tranchants. Pas assez pour provoquer des blessures profondes qui saigneraient abondamment en tachant la taie, mais assez pour griffer, piquer, irriter et causer une douleur constante et insupportable. Chaque mouvement dans le sommeil était une torture. Voilà pourquoi le drap était usé. L'enfant frottait sa tête pour chercher un soulagement. Voilà les marques sur le cou. Et surtout, voilà pourquoi il dormait par terre. Le bois dur et froid était un paradis de paix comparé à ce sac de lames cachées. Sophia passa le reste de la nuit blanche, assise à la table, de la cuisine, à séparer les coquillages de la laine synthétique. Elle ne pleurait plus. Elle était passée en mode guerre froide. Elle prit le plateau en argent utilisé pour les grandes occasions, celui destiné au petit déjeuner de luxe, et y disposa un tas de ces fragments tranchants, brillants et cruels sous la lumière artificielle. À côté, elle mit l'oreiller éventré. Quand l'aube se leva sur Milan, Sophia était prête. Elle ne servirait pas de café ce matin-là. Elle servirait la justice. À 7h30, Alessandro entra dans la cuisine, habillé impeccablement mais le visage gris de quelqu'un qui ne dort pas. Il s'assit en bout de table en se massant les tempes. « Il est encore par terre », murmura-t-il, vaincu. « Je ne sais plus quoi faire. Peut-être qu'Isabella a raison. Peut-être devrions-nous l'envoyer dans un internat pour corriger ce comportement. » Isabella entra juste après, fraîche et impeccable dans son tailleur, souriant avec condescendance. « Chérie, ne sois pas dramatique. J'ai déjà contacté une clinique suisse spécialisée dans les troubles du sommeil infantile. Si ma thérapie à la maison ne fonctionne pas, là-bas, ils sauront le redresser. » C'est à ce moment que Sophia entra en scène. Elle ne portait pas la cafetière fumante comme d'habitude. Elle marchait d'un pas solennel, tenant le plateau en argent couvert d'une serviette en lin. Elle s'arrêta devant Alessandro, ignorant complètement Isabella. « Bonjour, monsieur, » dit Sophia, la voix ferme, comme l'acier. « Avant d'envoyer votre fils en Suisse, je crois que vous devez voir ce qu'il y a au menu du petit déjeuner d'aujourd'hui. » D'un geste théâtral et sec, Sophia retira la serviette. Sur le plateau en argent, brillant sinistrement, se trouvait la montagne de coquillages brisés et tranchants qu'elle avait extraits de l'oreiller. À côté, elle mit l'oreiller lui-même,
ouvert comme un cadavre après l'autopsie. Alessandro fixa le plateau, confus. Qu'est-ce que ça signifie, Sofia? Ce sont des coquilles de moule. Celles-ci, dit Sofia, prenant un fragment particulièrement aiguisé et le montrant au patron. Ce sont les fameuses microbilles massantes du docteur. Je les ai trouvées à l'intérieur de l'oreiller de Marco cette nuit. Le silence qui tomba dans la pièce fut absolu, rompu seulement par le bruit de la petite cuillère tombant des mains d'Isabella, tintant sur la porcelaine. Alessandro regarda le fragment, puis regarda l'oreiller déchiré. Il tendit une main, hésitante, et pressa sa paume sur le tas de coquillages dans le plateau. Il retira sa main immédiatement. Ça piquait. C'étaient des lames. La connexion neuronale dans l'esprit de l'ingénieur se fit avec la violence d'un court-circuit. Le sol, le refus du lit, les éraflures sur le cou qu'Isabella appelait dermatite, le drap usé. Ce n'était pas de la psychologie, ce n'était pas du comportement, c'était de la physique élémentaire. Son fils dormait sur du verre pilé. Alessandro se leva lentement, la chaise raclant le sol avec un bruit désagréable. Son visage, habituellement pâle, devint rouge d'une fureur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se tourna vers Isabella, qui était restée pétrifiée, la bouche ouverte dans une tentative muette de négation. « Des coquillages » murmura Alessandro, la voix tremblant d'horreur. « Tu as rempli l'oreiller de mon fils avec des déchets de coquillages tranchants ?» Isabella tenta de se lever, reculant. « Alessandro, attends, je peux expliquer. C'est une technique de stimulation sensorielle avancée. Ça sert à désensibiliser les nerfs crâniens et... « Tais-toi !» Le cri d'Alessandro fut si puissant qu'il fit trembler les vitres de la cuisine high-tech. « Stimulation sensorielle, tu as écorché le visage de mon fils chaque nuit. Tu l'as torturé pendant que je dormais dans la chambre à côté. Et tu as eu le courage de me dire que c'était lui qui avait tort, que c'était lui le fou. » Alessandro saisit l'oreiller éventré et le jeta avec violence contre le mur, où les coquillages restants plurent au sol comme une grêle maudite. Marco dormait par terre pour se sauver de toi. Le sol dur valait mieux que tes lames. Tu es un monstre sadique. Je voulais juste le soigner, cria Isabella, désormais en proie à la panique, les fausses larmes commençant à couler. Je voulais qu'il devienne fort. Tu le gâtes trop. Le soigner? Grogna Alessandro, s'approchant d'elle avec un air menaçant qui l'obligea à se recroqueviller contre le réfrigérateur. Tu étais en train de le détruire pour ensuite le reconstruire à ton image. Tu voulais être l'héroïne qui résolvait le problème que tu avais toi-même créé. Il se tourna vers Sofia, qui regardait la scène les bras croisés, fière et implacable. « Appelle la police, ma Sofia. Maintenant. Dis-leur que nous avons un cas de maltraitance aggravé sur mineurs et coups et blessures volontaires. Et dis-leur d'emmener cette femme avant que j'oublie que je suis une personne civilisée. » Tandis que Sofia composait le 112, Isabella s'effondra au sol, sanglotant des cris hystériques, réalisant que son expérience cruelle s'était retournée contre elle. Alessandro ne lui accorda plus un regard. Il courut hors de la cuisine, monta les escaliers vers la chambre de Marco. Il le trouva réveillé, assis par terre dans son coin sûr, regardant la porte avec crainte. Alessandro se jeta à genoux et l'embrassa, éclatant en sanglots. « Pardonne-moi, Marco, pardonne-moi », répétait-il, embrassant cette petite tête qui avait subi tant de nuits de tourments. « Papa a été stupide, mais le méchant oreiller n'est plus là. Je te le jure, plus jamais rien ne te fera de mal dans cette maison. » Marco, sentant le corps de son père secoué par les sanglots et comprenant que la menace était finie, posa sa tête sur l'épaule d'Alessandro. « Papa, chuchota-t-il, je peux avoir un oreiller tout doux comme le tien maintenant ?» Cette question simple et innocente brisa définitivement le cœur d'Alessandro et, en même temps, commença à le guérir. Avez-vous été choqué par la cruauté calculée d'Isabella? Si vous pensez que Sofia est l'héroïne que chaque famille devrait avoir, laissez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la finale émouvante et voir comment Marco retrouvera enfin ses rêves dorés. Continuons. Dans les heures suivant l'arrestation d'Isabella, la villa milanaise subit un nettoyage radical. Alessandro, encore secoué par la révélation, n'attendit pas l'entreprise de nettoyage. Personnellement, il rassembla tous les objets que sa femme avait introduits dans la maison. Les diffuseurs d'arômes, calmants, les machines à bruit blanc et, surtout, chaque oreiller ou drap qu'elle avait touché. Il fit un feu de joie symbolique dans le jardin arrière, regardant brûler la science qui avait torturé son fils. Cette nuit-là, père et fils allèrent dormir dans un hôtel de luxe, loin de cette chambre contaminée,
pour la première fois unis dans la recherche de la paix. Le lendemain, la mission d'Alessandro était unique. Trouver l'oreiller le plus doux du monde. Il emmena Marco dans un vieux magasin de linge artisanal au centre de Milan. « Choisis, Marco, » lui dit-il. « Touche à tout. Ça doit être comme un nuage. » L'enfant, d'abord timide, enfonça ses mains dans un oreiller en duvet d'oie vierge. Ses yeux s'illuminèrent. « Celui-là ne mord pas, papa, » dit-il avec un sourire qui dénoua le dernier nœud dans la poitrine d'Alessandro. Ils achetèrent des oreillers, des couettes et des draps en flanelle douce, bannissant pour toujours le design froid et anguleux de leur vie. La première nuit dans le nouveau lit fut un moment sacré. Alessandro refit le lit personnellement. Marco hésita un instant avant de monter, la mémoire de la douleur encore fraîche dans ses muscles. Alessandro s'allongea le premier. « Tu vois, c'est sûr, viens ici. » Marco grimpa et posa sa tête sur le nouvel oreiller. Il attendit la douleur, les raflures, mais il ne sentit qu'une caresse moelleuse. 5 minutes plus tard, il dormait profondément, un sommeil tranquille et réparateur qu'il ne connaissait plus depuis des mois. Alessandro passa la nuit assis dans un fauteuil près du lit, veillant sur ce repos comme un gardien, se jurant à lui-même que plus jamais il ne permettrait à quiconque de s'interposer entre lui et la sécurité de son fils. Sofia, naturellement, devint l'héroïne silencieuse de la famille. Alessandro, réalisant que son intelligence artificielle et ses algorithmes avaient échoué là où l'intuition humaine de Sofia avait triomphé, lui donna carte blanche pour la gestion de la maison et de Marco. Elle n'était plus seulement une gouvernante. Elle était Mamie Sofia, un membre de la famille à part entière traité avec la révérence que l'on doit à qui sauve une vie. Ses mains, qui avaient eu le courage d'éventrer cet oreiller maudit, étaient désormais les mains qui guidaient la renaissance de ce foyer. 1 an plus tard, la villa était méconnaissable, pas dans le design qui restait élégant, mais dans l'atmosphère. C'était dimanche matin, et le silence austère avait été remplacé par des cris de joie. Dans la chambre de Marco, une bataille épique se déroulait. Des plumes volaient partout. Alessandro et Marco faisaient la plus grande bataille d'oreillers de l'histoire. L'enfant, désormais 5 ans, sautait sur le lit en riant aux éclats, frappant son père avec cet oreiller doux qui, autrefois, avait été source de terreur. « Rends-toi, papa, j'ai l'oreiller magique !» hurlait Marco heureux et ébouriffé. Alessandro se laissa tomber sur le matelas, feignant d'être vaincu, tandis que son fils lui sautait dessus pour le chatouiller. Sur le seuil de la porte, Sofia observait la scène avec un plateau de chocolat chaud à la main et un sourire radieux. Alessandro croisa le regard de Sofia entre 2 éclats de rire. Pas besoin de mots. Dans ce regard, il y avait tout. Le souvenir de l'horreur évitée et la gratitude éternelle d'avoir rendu à son fils le droit de rêver. Ils avaient appris la leçon la plus importante. La vraie technologie avancée n'est pas une puce électronique ou un tissu technique, mais l'amour qui écoute, observe et protège. Et tandis que les plumes dansaient dans l'air comme de la neige douce un jour de soleil, Marco s'endormit épuisé dans les bras de son papa, sachant qu'enfin, les monstres avaient été chassés pour toujours. Selon vous, Alessandro parviendra-t-il un jour à se pardonner complètement de n'avoir pas compris plus tôt ce qui se passait? Ou la culpabilité d'un parent est-elle éternelle? Écrivez votre opinion en commentaire. Yeux ouverts. Si vous pensez que l'intuition vaut plus que 1000 diplômes, si cette histoire vous a donné des frissons puis vous a réchauffé le cœur, laissez un like géant à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Il y a tant d'autres vérités cachées que nous devons dévoiler ensemble. Commentez, fait de beau. Rêve Marco pour souhaiter le meilleur à ce petit guerrier. À la prochaine histoire.